Elle a surpris ses enfants en train de dire au docteur de la laisser mourir. Alitée, affaiblie, Madame Diaba entend l'impensable. Ses propres enfants demandent qu'on cesse ses soins. Pour l'argent. Pour l'héritage. Ce qu'ils ignorent? Leur mère est consciente. Elle se bat. Et ce combat va tout changer. Avec l'aide de sa fidèle Fatou et de Maître Sow, elle parvient à faire éclater la vérité. Mais ce qui va suivre va bouleverser toute la famille. Car au-delà de la trahison, reste un fil fragile, celui d'une mère qui, malgré tout, choisira le pardon. Une histoire très triste, très riche, pleine de surprises et d'émotions vraies, qui montre qu'une seule larme peut parfois renverser le destin. Ce qu'elle a entendu en ouvrant les yeux. Dans la chambre 207 de l'hôpital central, les machines émettaient des bips réguliers. Le visage de Madame Diaba était pâle, fatigué. Cela faisait 3 semaines qu'elle luttait contre une infection qui avait failli l'emporter. Le coma l'avait gardée loin du monde, mais ce matin-là, quelque chose la tira lentement du noir. Elle ouvrit les yeux. Flou. Lourd. Mais ses oreilles, elles, entendirent tout. La voix de son fils aîné, d'en bas. Docteur, honnêtement, ça ne sert à rien de prolonger l'acharnement. Maman a toujours dit qu'elle ne voulait pas vivre comme ça. Puis celle de sa fille, Aïssé. Elle ne se réveillera jamais. Et les frais médicaux deviennent trop lourds. Docteur, soyez franc. Si c'était votre mère, vous insisteriez? Le médecin soupira. Nous attendions une légère amélioration. Mais je comprends vos inquiétudes. Je vais respecter votre décision. Le cœur de Madame Diaba se serra. Elle voulait crier, je suis là. Je vous entends. Je veux vivre. Mais son corps restait faible. Sa bouche ne bougeait pas. Des larmes coulèrent le long de ses tempes. Ses propres enfants voulaient la laisser partir. La larme qui a tout changé. Ils étaient toujours là. Le docteur, les enfants, parlaient d'elle comme si elle n'existait plus. Madame Diaba, allongée, prisonnière de son corps faible, mais consciente, ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas parler. Mais une chose, plus forte que tout, glissa sur sa joue. Une larme. Une seule. Mais une larme qui portait tout, la douleur, la peur, la tristesse, et l'amour encore vivant. Le docteur, en rangeant son dossier, tourna les yeux par hasard vers elle. Il s'arrêta net. Attendez. Il s'approcha. Regarda ses paupières. Ses doigts. Puis vit la larme sur la joue pâle. Cette larme. Elle est consciente. Elle nous entend. Les enfants, d'abord incrédules, s'approchèrent à leur tour. Aïssé devint blanche. D'en bas recula, mal à l'aise. Le médecin prit sa main, parla doucement. Madame Diaba, si vous m'entendez, essayez de bouger un doigt. Un effort immense. Comme porter une montagne. Mais, son index gauche bougea. Faiblement. Une fois. Le médecin hocha la tête. Elle est là. Et elle veut vivre. Les enfants ne savaient plus où se mettre. Leur regard fuyait. Le médecin, cette fois plus ferme. Je vais renforcer le traitement. Et je vous conseille de réfléchir à ce que vous venez de dire devant elle. Les enfants quittèrent la chambre, le visage fermé. Dans son cœur, Madame Diaba pleurait. Pas à cause de la maladie, mais à cause de ce qu'elle avait découvert, sur ceux qu'elle avait tant aimés. Ce qu'ils ont avoué dans le couloir. Derrière la porte de la chambre, dans le couloir froid de l'hôpital. D'en bas et Aïssé marchaient en silence. Leur visage était tendu. Pas de tristesse, mais de peur. Peur d'avoir été entendus. Peur que leur mère parle. Ils s'arrêtèrent dans un coin sombre, loin des regards. Elle nous a entendus, murmura Aïssé, blême. Si elle parle. Papa va savoir. Toute la famille va savoir. D'en bas serra les poings. On n'a pas le choix. On devait le faire. Si elle reste en vie, c'est nous qui serons ruinés. Aïssé baissa les yeux. Mais, c'est notre mère, d'en bas. Il la fixa, les mâchoires serrées. C'est elle qui a tout écrit au nom de papa. Tu te souviens? C'est elle qui a demandé à ce que les terrains et les comptes restent à son nom jusqu'à nos mariages. Si elle revient, elle nous reprendra tout. Aïssé hocha la tête, le cœur déchiré. C'est trop tard de toute façon. Maintenant elle sait. À cet instant, une silhouette les observa discrètement derrière le distributeur de café. Fatou, l'aide-soignante. Fidèle employée de Madame Diaba depuis 15 ans. Et ce qu'elle venait d'entendre allait tout changer.
Le journal secret de Fatou. Fatou, l'aide-soignante, était restée figée derrière le distributeur. Ce qu'elle avait entendu dans ce couloir l'avait glacée. Madame Diaba, elle qui l'avait traitée comme une fille, aidée, soutenue. Ses propres enfants, parlaient de l'abandonner pour de l'argent. Des années de sacrifice, balayées d'un souffle. Fatou retourna discrètement dans le vestiaire des infirmières. Ses mains tremblaient. Son cœur battait. Depuis plusieurs jours, elle notait dans un vieux cahier tout ce qui se disait autour de la chambre 207. Les médecins qui doutaient. Les enfants qui parlaient de retirer les soins. Les conversations des avocats. Elle ouvrit son journal. Jour 17. Les enfants veulent hâter la fin pour récupérer l'héritage. Ils viennent de demander au médecin d'arrêter le traitement. Madame a bougé un doigt. Elle est consciente. Fatou décida ce jour-là que ce cahier ne resterait pas caché. Elle prit une photo de chaque page. Puis elle appela discrètement la seule personne qui pouvait protéger Madame Diaba. Maître Sow, l'ancien ami notaire de la famille. Celui qui avait fait confiance à Madame Diaba. Et qui connaissait les véritables intentions de ses enfants. Au téléphone. Maître, je crois que Madame Diaba est en danger. Il faut venir. Je vous expliquerai tout. L'arrivée de Maître Sow. Le lendemain matin. 7 heures précises. Le parking de l'hôpital était encore désert. Une voiture noire se gara en silence. En sortit un homme à la barbe grisonnante, costume sobre, attaché-caisse en main. Maître Sow, notaire respecté, ami fidèle de feu Monsieur Diaba. Il avait lu les messages paniqués de Fatou dans la nuit. Les photos du journal. Et comprit immédiatement le danger. Sans attendre, il monta vers le service de réanimation. Au poste des infirmières, il demanda. Je viens pour Madame Diaba. Je suis son notaire. Et je demande à la voir. Seule. La chef de service, qui connaissait sa réputation, hocha la tête. En entrant dans la chambre 207, il trouva Fatou, qui essuyait doucement le visage de la patiente. Les yeux de Madame Diaba étaient ouverts. Fatigué, mais plein de conscience. Fatou chuchota à l'oreille de sa patronne. C'est Maître Sow. Il est venu pour vous. Le vieil homme s'approcha doucement. Il lui prit la main. Lentement. Puis par là-bas, pour qu'elle seule entende. Je sais ce que vos enfants complotent. Mais vous êtes en vie. Et tant que vous êtes consciente, vous pouvez décider. Madame Diaba cligna faiblement des yeux. Une larme coula. Maître Sow comprit. Il ouvrit son attaché-caisse. Sortit un micro-enregistreur et un document officiel. Si vous êtes d'accord, je vais enregistrer vos volontés. Vous n'êtes pas seul. Je vais vous protéger. Une très faible pression de sa main répondit. Oui. Ce que Maître Sow ignorait encore. C'est qu'en bas, au même moment, Damba et Aïssé étaient eux aussi en train de préparer quelque chose. Quelque chose de bien plus sombre. Le coup monté des enfants. Au rez-de-chaussée de l'hôpital, dans un coin du café, Damba et Aïssé étaient en pleine discussion, visage fermé. Ils avaient appris par une infirmière que Maître Sow était arrivé. Et qu'il était monté voir leur mère. Leur peur grandissait. Si ce vieux notaire obtient un témoignage enregistré, on est fichu. Souffla Damba. Tu comprends, Aïssé? Tout l'héritage, les terrains, les comptes, on ne touchera plus rien. Aïssé regardait nerveusement autour d'elle. Il faut faire vite. Il faut que le médecin prononce l'arrêt des soins avant que maman signe quoi que ce soit. Ils avaient tout prévu. Un avocat véreux. Et un médecin corrompu, payé en secret, pour accélérer les choses. Le plan était simple. Faire certifier que leur mère n'était pas en état de signer quoi que ce soit. Obtenir une ordonnance de limitation des soins. Et ainsi, couper la voix même de Maître Sow. Aïssé prit son téléphone. Appela le docteur Diallo, celui qu'ils avaient approché. Elle chuchota. C'est le moment. On vous double la somme si vous faites signer le chef de service aujourd'hui. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que dans l'escalier du personnel, une jeune aide infirmière venait d'entendre toute la conversation. Elle courut, le cœur battant, vers Fatou. Ils vont faire quelque chose, Fatou. Ils veulent empêcher Madame Diaba de témoigner. Fatou pâlit. Elle savait, c'était une course contre la montre. La course contre la mort. Fatou, le souffle court, monta les escaliers 4 à 4. Elle arriva dans la chambre 207. Maître Sow était toujours là,
en train de parler doucement à Madame Diaba, tenant l'enregistreur prêt. Maître. Ils vont agir aujourd'hui. Ils veulent que le médecin signe une limitation de soins avant que vous puissiez enregistrer. Le notaire comprit tout de suite. Le temps comptait. Il se pencha vers Madame Diaba, parla doucement. Madame, si vous voulez vraiment laisser votre volonté, nous devons agir maintenant. Même si c'est difficile pour vous. Un simple clignement pour chaque mot. Un oui, un non, et je transcris. Fatou tint la main de la vieille dame. Le micro fut allumé. Et mot après mot, lentement, par clignement, Madame Diaba dicta sa volonté. Pendant ce temps-là, dans le bureau du chef de service, le docteur Diallo venait d'arriver, accompagné de Damba et Aïssé. C'est urgent. La situation s'aggrave. Nous devons limiter les soins. Pour éviter des souffrances inutiles. Le chef de service hésita. Mais, le notaire est monté. Je croyais que vous vouliez attendre. Damba insista. On prend nos responsabilités. C'est la décision de la famille. Ils sortirent les documents à signer. Le chef de service s'apprêtait à apposer sa signature. Quand soudain, Fatou déboula dans le bureau, haletante, un papier à la main. Stop. Avant de signer, lisez ceci. C'est le témoignage enregistré de Madame Diarra. Elle est consciente. Elle a dicté sa volonté. Et j'ai un témoin. Derrière elle, la jeune aide-infirmière arriva, essoufflée. J'ai entendu les menaces dans le couloir. Ils veulent l'héritage. Le chef de service se figea. Son stylo resta suspendu. Maître Sow entra à son tour, l'enregistrement en main. Toute cette tentative sera portée devant le tribunal. Docteur. Vous signez, et vous serez complice. Un silence de plomb. Le réveil. Pendant que le bureau était figé, sous la tension des paroles de Maître Sow. Dans la chambre 207. Quelque chose d'incroyable se produisait. Le combat intérieur de Madame Diaba atteignait un sommet. Ses paupières étaient lourdes, son corps fatigué. Mais son cœur, lui, brûlait. Elle ne voulait plus être spectatrice. Pas cette fois. Ses doigts bougèrent. Ses lèvres frémirent. Et lentement, si lentement, elle ouvrit la bouche. Un premier souffle rauque. Puis un mot. À peine audible, mais vivant. Fatou. La fidèle aide-soignante accourut, les larmes aux yeux. Oui, madame. Je suis là. Vous vous réveillez, vous êtes en vie. Les infirmières appelèrent aussitôt le chef de service par l'interphone. Dans le couloir, en entendant cela, Aïssé devint blême. Damba serra les dents. Le chef de service, abasourdi, reposa son stylo et se précipita vers la chambre. Les enfants, eux, restèrent pétrifiés. Dans la chambre, l'ambiance changea. Les machines sonnaient différemment. Le regard de Madame Diaba était clair. Présent. Quand le chef arriva, elle le fixa, de sa voix brisée. Je ne veux pas mourir. Il resta bouche bée. Tout était dit. Le médecin hocha la tête. Vous êtes en vie, madame. Nous allons nous battre avec vous. Dans le couloir, Damba, fou de rage, tapa contre le mur. C'est fini pour nous. Mais ce qu'ils ignoraient encore, c'est que la justice n'avait pas dit son dernier mot. Le tribunal de la famille. Quelques semaines plus tard. Dans une salle de tribunal familial sobre, mais pleine à craquer. Les visages graves. Les murmures. Toute la famille Diaba était là, oncle, tante, cousins, voisins même. Car l'affaire avait fait du bruit. Les enfants qui ont voulu laisser mourir leur propre mère. Madame Diaba, bien que toujours fragile, était assise dans un fauteuil roulant, entourée de Fatou et de Maître Sow. Son visage pâle. Mais son regard plus ferme que jamais. En face, Damba et Aïssé, obligés de comparaître. Leurs avocats tentaient de minimiser l'affaire, de parler de malentendus, de mauvaises interprétations. Mais Maître Sow se leva. Voix claire. Dossier en main. Honorable juge. Voici l'enregistrement de Madame Diaba, dicté en pleine conscience. Voici les témoignages écrits du personnel soignant. Voici les preuves des pressions exercées sur le médecin. Et voici, le journal de Fatou. Page après page, elle a noté les agissements des enfants. Le juge principal hocha la tête. Nous avons écouté l'enregistrement. Nous avons lu les témoignages. Il ne s'agit pas d'un malentendu. Il s'agit d'une tentative préméditée de priver une mère de son droit à la vie,
pour des intérêts financiers. Le silence était pesant. Madame Diaba, d'une voix faible mais vibrante, prit enfin la parole. Je vous ai porté, nourri, tout donné. Et voilà ce que vous vouliez m'offrir en retour? Même la mort, vous me la refusiez avec dignité. Dans la salle, des larmes coulaient. Le juge prononça alors la décision. Compte tenu des faits, Damba et Aïssé sont déchus de leur droit d'héritage. Toutes les parts de l'entreprise familiale reviendront à Madame Diaba, en pleine possession de ses biens. Les enfants devront verser réparation morale. Et le tribunal recommande une médiation familiale. Si Madame Diaba l'accepte. Un frisson parcourut la salle. Madame Diaba, la tête haute, murmura. Je pardonne. Mais je n'oublie pas. Que chacun porte sa conscience. Le dernier fil d'espoir. Les mois passèrent. Madame Diaba, même si affaiblie, retrouva peu à peu des forces. Pas seulement grâce aux soins, mais grâce à quelque chose de plus profond, la volonté de ne plus se taire. Dans sa grande maison de famille qu'elle avait récupérée, une nouvelle habitude était née. Chaque jeudi après-midi, des femmes de tous âges venaient lui rendre visite. Des voisines, des parentes, des épouses parfois méprisées ou isolées. Madame Diaba, assise sous le grand manguier du jardin, leur parlait. Pas pour se plaindre. Pas pour ressasser. Mais pour transmettre. Il y a des blessures qu'aucun médicament ne soigne. Mais si on les cache, elles nous dévorent. Si on les partage, elles deviennent des forces. Fatou était toujours à ses côtés. Comme une fille. Et c'est elle qui, un jour, lui apporta une petite boîte en bois. C'est pour vous, maman Diaba, ouvrez-la. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, un bracelet fin. Fait à la main. Par Aïssé. Une petite carte était glissée. Je n'ai pas su vous aimer quand il le fallait. Je n'ai pas su vous défendre contre ma propre peur. Mais aujourd'hui, je comprends. Je ne suis pas digne de votre pardon, mais je le demande quand même. Votre fille, Aïssé. Madame Diaba prit le bracelet. Ses mains tremblaient. Elle ne dit rien. Mais le soir même, elle demanda à Fatou. Prépare du thé pour 3 personnes. Demain, je veux que mes enfants viennent. Car s'il reste un dernier fil, je préfère le recoudre, plutôt que le voir se rompre pour toujours. Ce que la vie a recousu. Tout n'avait pas été oublié. Tout n'avait pas été effacé. Mais ce jour-là, dans le grand salon inondé de lumière, autour d'un thé partagé, une mère brisée et ses enfants perdus avaient recommencé à se parler. Pas pour l'argent. Pas pour l'héritage. Mais pour recoller les morceaux de ce qu'ils avaient failli détruire, l'amour d'une mère. Madame Diaba n'a jamais retrouvé la pleine santé de ses jeunes années. Mais elle a gardé une force que personne ne pouvait lui voler. Celle d'une femme qui a choisi de vivre, malgré tout. Et dans son jardin, sous le grand manguier. Chaque jeudi, les voisines viennent encore l'écouter. Car son histoire est devenue un exemple. Même ceux qu'on aime peuvent nous trahir. Mais si nous laissons la haine gagner, c'est nous qui mourrons. Le pardon n'efface pas les cicatrices. Mais il permet de marcher. La tête haute. Le cœur libre. Et parfois, il suffit d'une seule larme. Pour changer tout ce qu'on croyait perdu. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus. Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.